L'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui ou dans lequel les entreprises opèrent est aussi caractérisé par la mondialisation. Et il y en a qui définissent la mondialisation à leur manière et je respecte cela. Personnellement, j'essaie de simplifier la définition de la mondialisation. J'ai définit la mondialisation en termes d'intégration. L'intégration politique, l'intégration économique, l'intégration culturelle et aussi l'intégration sociale. Une parenthèse. Les études ont démontré que le pays qui se retrouve dans une intégration politique volontaire, et il y a moins de problèmes entre eux. Il s'agit aussi des pays qui se retrouvent dans des intégrations, une intégration économique aussi, et il y a moins de problèmes entre eux parce qu'ils ont un cadre où ils peuvent régler leurs problèmes, des petits malentendus, ainsi de suite. Et aussi, s'ils ont des intérêts en commun, ils se posent des questions pourquoi ils doivent perdre leurs ressources pour pouvoir s'affronter. Alors, les intégrations sont importantes quand elles sont faites d'une manière volontaire entre des pays. La mondialisation a transformé l'Afrique. Les anthropologues, les premiers anthropologues qui sont venus en Afrique et les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique pour évangéliser, je pense que s'ils ressuscitent aujourd'hui, ils seront étonnés. Ils ne vont pas reconnaître l'Afrique qu'ils ont découverte quand ils sont arrivés. L'Afrique a été totalement transformée. Il y a une partie de l'Afrique qui ressemble à l'Occident. Il y a aussi une partie de l'Afrique qui est restée africaine. Qu'est-ce que la mondialisation? Si on ne parle pas en termes d'intégration, certaines personnes pensent que la mondialisation signifie le commerce international ou les échanges internationaux. Ce n'est pas cela. Ce qui est vrai est que la mondialisation facilite les échanges internationaux parce qu'il y a libéralisation des échanges commerciaux. Il y a intensification des relations sociales mondiales. Dans la mondialisation, il y a aussi interaction et connexion des communautés mondiales qui étaient lointaines. Dans la mondialisation, la portée des événements n'est plus locale. Quelque chose qui se passe aujourd'hui à Kinshasa sera connu à travers le monde dans peu de temps. La portée des actions des leaders, que ce soit dans le secteur public ou secteur privé, n'est plus locale. Alors là, il faut vraiment attention. Les exemples sont là, j'en ai deux. La chute du mur de Berlin en 1989 a eu des répercussions à travers le monde. La chute du mur de Berlin signifiait la fin de la guerre froide. La guerre froide avait vu l'émergence de certains dictateurs qui travaillaient pour un bloc ou un autre. Donc, tout ce qu'ils commettaient comme atrocité, violation des droits de l'homme, le monde entier fermait les oreilles et fermait les yeux parce qu'on avait besoin d'eux. C'est quelqu'un qui était dans leur camp. Mais quand la guerre froide a pris fin symboliquement par la chute du mur de Berlin, beaucoup de dictateurs ont sauté.
à travers la planète. En Afrique aussi, beaucoup sont partis. On a vu des gens qui ont fait 32 ans au pouvoir, qui commettaient n'importe quelle bêtise, mais on les soutenait parce que la guerre froide était là. Donc, avec la chute de ces murs-là, beaucoup sont partis. Prenons aussi l'exemple du printemps arabe qui a eu lieu en décembre 2010. C'était un ancien étudiant qui se débrouillait, qui achetait des petites choses pour les revendre, pour pouvoir survivre, pour une raison aussi banale, pas banale, mais il a essayé de se brûler et cela a embrasé le monde arabe. Le président de Tunisie a dû fuir. Le président égyptien Moubarak a vu sa présidence arriver à terme et d'autres chefs d'État du monde arabe ont dû revoir beaucoup de choses dans leur constitution, ont dû implémenter des réformes pour pouvoir sauver leur peau. Voici comment un acte d'un individu qui n'était pas connu à travers la terre ou qui n'était pas connu même dans le monde arabe, un petit acte, entre guillemets petit, a transformé le monde arabe. La mondialisation a été accentuée par les avancées technologiques qu'on a connues au XXe siècle et même les avancées technologiques de ce siècle présent. Et ces avancées-là ont eu un effet accélérateur sur l'accès à l'information. L'accès à l'information. Quand vous avez accès à l'Internet, vous avez accès à l'information. À moins que vous soyez dans un pays comme la Russie ou la Chine ou la Corée du Nord où on contrôle l'Internet. Mais dans d'autres pays, vous avez accès à l'information si vous avez accès à l'Internet. Dans des pays africains, quand il y a un peu de revendications, et ainsi de suite, les gouvernants se comportent comme les dirigeants chinois, dirigeants russes. Ils bloquent l'accès à l'Internet. Mais à part ça, on a accès à l'Internet. Et si on a accès à l'Internet, on a accès à l'information. Et pour avoir accès à l'information, il faut connaître l'information dont on a besoin. Un autre effet accélérateur sera sur la circulation des biens et des services. Aujourd'hui, on peut transférer l'argent à travers le monde. Dans peu de temps, l'argent arrive. Ce sont les progrès des technologies. Si j'avais le temps, j'allais vous parler des, de Western Union, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le temps pour cela. J'en parlerai prochainement dans un autre cours. Et il y a aussi l'effet accélérateur sur quoi? Sur la mobilité des individus, la mobilité humaine. Donc, je peux me déplacer aujourd'hui d'un coin à l'autre dans peu de temps. Je n'ai pas besoin d'attendre que les trains soient pleins pour que les trains puissent démarrer. Je peux voyager comme je veux. Dans le siècle passé, pas le siècle qui vient de se terminer, il y a 2 ou 3 siècles, pour aller de Londres jusqu'à Sydney en Australie, ça prenait des semaines, mais j'ai pris un avion à Vancouver, Canada, destination Sydney en Australie. Ça m'a pris 15 heures non-stop, je suis arrivé. Donc, je pouvais faire des affaires et puis retourner le jour après. Mais j'étais là en vacances avec mes 2 garçons. La mobilité des individus. C'est ainsi que la migration est maintenant grande et facile.
puisque quelqu'un peut quitter un coin à l'autre dans peu de temps. Il y arrive. Alors que dans le temps, dans les siècles tels que au XVIIIe siècle, quand il fallait prendre des bateaux, ça prenait des semaines et des semaines. Donc, les impacts des avancées technologiques ont été ressentis sur trois secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur du transport maritime, où on a connu les conteneurs qui pouvaient euh, contenir beaucoup d'éléments, ainsi de suite, ou beaucoup de marchandises ou de produits. Le deuxième secteur, c'est le secteur de nouvelles technologies de l'information et des communications. Là, on voit le numérique, l'informatique et satellites. On a vu ces, ces technologies se développer d'une manière assez spectaculaire. Et le dernier secteur, c'est la démocratisation des transports, les transports individuels, tels que les avions et les automobiles. Je vous ai parlé de, je vous ai donné un exemple que si je dois aller quelque part, je peux le faire sans attendre que le train soit plein et je ne peux pas dépendre de l'horaire de la compagnie ferroviaire. Je peux voyager quand je veux. Je ne peux pas attendre l'horaire de la compagnie d'aviation. Je peux décoller quand je veux. Il suffit que j'ai mon jet privé. Une dame comme Céline Dion n'a pas besoin d'attendre que la compagnie Air Congo ou la compagnie Congo Airways puisse déterminer quand l'avion va quitter Kinshasa vers Lubumbashi. Et si elle est à Kinshasa, elle a son jet privé, elle peut quitter Kinshasa n'importe quand pour se rendre à Lubumbashi et retourner le même jour. C'est ça la démocratisation du transport. Alors, moi, il y a des temps, en Amérique du Nord, beaucoup de gens préfèrent voyager aussi par voiture parce que les autoroutes sont impeccables, sont en très bonne qualité. Moi, je peux dire ça, sont dans l'état assez bon. Alors, les gens préfèrent voyager en automobile parce qu'ils ont cette liberté de quitter quand ils veulent et de partir quand ils veulent et de retourner quand ils veulent. La démocratisation du transport individuel. Donc, avec ça, les gens peuvent se déplacer facilement. Si vous habitez, par exemple, supposons que la frontière Congo-Angola était bonne et que les routes étaient bonnes, quelqu'un peut quitter Kinshasa, aller travailler à Luanda et retourner. La distance n'est pas aussi grande. Dans des pays comme le Canada et les États-Unis, on peut faire la distance de 1800 kilomètres dans 12 heures. C'est-à-dire quitter Kinshasa, arriver peut-être à Lubumbashi. Dans 12 heures, on y arrive en voiture et on arrive le même jour. On peut retrouver et se rencontrer avec ses partenaires cette nuit-là. Les temps de dormir, si la réunion va faire 3 heures, 4 heures, les temps de dormir et les jours après, reprendre la route, retourner à Kinshasa. Donc, vous voyez comment la démocratisation du transport individuel facilite les affaires dans cette ère de mondialisation. Mais il faut que les routes soient bonnes. Il faut que les routes soient bonnes. Ça peut prendre combien de temps d'aller de Kinshasa vers Lubumbashi en voiture? Encore, il faut qu'on puisse arriver à Lubumbashi sans que la voiture tombe en panne. Ça pourra peut-être prendre une semaine, mais cela doit inciter les gouvernants à pouvoir développer les bonnes routes pour faciliter la mobilité des biens, la circulation des biens et des services et la mobilité des hommes et des femmes d'affaires. C'est ça. Voilà comment les avancées dans la technologie ont influencé l'accélération des échanges.
Donc, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les échanges ont presque été multipliés par 100 ou plus en termes de volume et aussi en termes de valeur. Les impacts dans le secteur du maritime, du transport maritime, a amené le développement des échanges commerciaux. Avec les conteneurs, on peut y mettre beaucoup de choses et déplacer ça d'un pays à l'autre. Ceux qui viennent de Dubaï, on peut mettre beaucoup de choses dans les conteneurs, même s'il y a une voiture, deux voitures, mais on peut encore y mettre d'autres produits pour les acheminer à Kinshasa. Donc, la construction et la fabrication de conteneurs a vraiment aidé à développer les échanges commerciaux. Et aussi, il faut dire que la construction des grands navires qui doivent contenir ces conteneurs aussi a été aussi quelque chose de positif dans le développement de la mondialisation. Du côté des numériques, des nouvelles technologies de l'information et des communications, on a vu le développement de circulation des capitaux. Aujourd'hui, je peux utiliser MoneyGram pour envoyer l'argent à travers le monde. Quand je me suis retrouvé en Australie, pas à Sydney, mais dans une autre ville de Melbourne, là où on joue le tennis, de, Australia Open, j'étais là. Mon beau-père était malade quelque part dans les Kasaï. J'ai dû lui envoyer l'argent en utilisant Western Union. Mais j'étais en Australie. Dans peu de temps, je lui ai envoyé l'argent. Voilà comment les avancées dans les technologies facilitent la circulation des capitaux. Du côté de la démocratisation des transports, il y a la mobilité humaine. Donc, je peux me déplacer quand je veux et comme je veux. Si j'ai le moyen d'avoir un jet privé, je peux être à Kinshasa. Si je vis à Londres, je peux être à Kinshasa aujourd'hui et demain, je prends mon vol, je retourne à Londres ou je pars vers l'Afrique du Sud, avoir une autre réunion, rencontrer mes partenaires et de là repartir vers Londres. Et cela pourra se faire dans 2 jours seulement, ou même un seul jour, et ça se fait. Donc, la mobilité humaine a été aussi un des développements qu'on a connu grâce aux, aux avancées qu'on a connues dans les technologies. Voilà. Pour les transports maritimes, ici, c'est les flux des biens et des services. Pour les nouvelles technologies de l'information et des communications, ici, on parle des flux financiers et pour la démocratisation des transports, c'est les flux migratoires. Hmm. Et tout cela est rendu possible grâce aux technologies de l'information et des communications. Ces avancées qu'on a connues ces 2 derniers siècles et on continue à connaître des progrès dans ces domaines-là. Voilà l'exemple des progrès technologiques dont je parlais. Il y a les conteneurs ici avec des grands bateaux qu'on n'a pas connus il y a 2 siècles. Voici les conteneurs. Voici un avion qui peut prendre peut-être 200 ou 300 personnes. C'est tout un village. Et voici ici une auto, une voiture que je peux utiliser pour aller peut-être de Winnipeg jusqu'à Chicago. Les 2 villes, la distance est de 1 800 km. Mais si je décide d'y aller, je peux, ça me prendra 12 heures si je roule à 120 km à l'heure, comme c'est permis dans certaines autoroutes nord-américaines. Et c'est-à-dire si je quitte à 6 heures du matin, vers, vers quelle heure? Vers 6 heures du soir, pratiquement, je serai à Chicago. Donc, je peux commencer mes réunions dans 1 heure après m'être lavé
Et puis après cela, je vais dormir. Et le jour après, à 6 heures du matin, je reprends la route et j'arrive à Winnipeg à 6 heures du soir. Voilà comment tout a été facilité. La photo en bas, au-dessus de cette voiture, c'est Céline Dion, une chanteuse canadienne qui a son jet privé. Donc, elle peut rouler et voyager à travers le monde sans pouvoir dépendre des horaires des compagnies d'aviation. Nous trouvons aussi là-bas un autre jet privé. Voici le luxe qui s'y trouve. C'est tout un salon. Et il y a ici l'informatique. Nous avons là-bas aussi l'informatique avec les satellites quelque part là-bas et ainsi de suite. L'autre, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'est parmi les héros du siècle passé ou de ce siècle-ci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que l'être humain a besoin d'écouter la musique. L'être humain a besoin de communiquer avec les autres. L'être humain, il a besoin d'avoir accès à l'information, c'est-à-dire l'Internet. Et l'être humain aussi a besoin d'écouter de la musique, il a besoin de s'informer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris toutes ces technologies-là, il les a convergées, ce qu'on appelle convergence, et il les a réduites en les mettant dans un petit appareil qu'on peut mettre dans la poche. C'est-à-dire, ce qu'il a en main là, c'est un smartphone qui peut vous aider à écrire un message. C'est comme une machine à dactylographier. Ça va aussi vous aider à suivre les informations. C'est comme une radio. Ça va vous aider aussi à accéder à l'Internet. C'est comme un ordinateur. Ça vous aide aussi à communiquer avec les vôtres. C'est comme un téléphone. Donc, il a pris quatre technologies, il les a convergées, il les a réduites à, à, comment je peux dire ça, une taille assez petite et ça va être contenu dans la main et ça peut être mis dans la poche ou ça peut être mis dans votre mallette. Voici le génie de ces messieurs-là. A-t-il créé quelque chose de nouveau? Je ne pense pas. Il a seulement pris ce qui existe, il a travaillé ce qui existait pour donner à l'être humain, à l'humanité, un produit ou un équipement dont il avait besoin. Vous êtes dans des villages, dans les Mayombe, à Ouacha, quelque part. Vous allez trouver des vieux villageois avec sa radio à l'épaule pour écouter soit les informations, soit écouter la musique. C'était un besoin de l'être humain. Il a dit que ça, c'est trop grand. On peut réduire ça au niveau d'un équipement, d'un appareil qui peut être contenu dans votre main. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il montre. Les avancées technologiques qui ont rendu notre vie beaucoup plus facile. On parlera de cela quand on parlera de la révolution digitale. La révolution digitale. Là, c'est quand on se retrouve encore dans l'outil PEST. On vient de parler de la dimension sociale, on a parlé la croissance démographique, on a parlé de la dimension économique, on a parlé de la monnaie là-bas, on a parlé des indicateurs qu'il faudra analyser pour pouvoir déterminer si oui ou non le pays en question, l'économie est bonne, si oui ou non, les taux d'inflation commencent à évoluer à travers les temps, le PIB commence à évoluer à travers les temps. Ces indicateurs-là, comme j'ai dit, on doit les considérer à travers un temps qui est raisonnable. C'est-à-dire, on peut dire que nous prenons les 15 années qui précèdent cette année pour voir comment l'économie s'était comportée. Je répète ce que je dis. Pour connaître ce qu'un individu va faire demain, il faut savoir ce qu'il a fait dans le passé. Pour connaître le comportement d'un individu, il faut analyser son comportement dans le passé.
et vous allez déterminer comment il va se comporter demain, comment il va se comporter dans 10 ans. À moins qu'il y ait un changement miraculeux, le comportement restera le même. Alors, les facteurs technologiques. Ces facteurs peuvent supprimer ou réduire les obstacles à l'entrée, c'est-à-dire nous parlons du commerce international ou des échanges internationaux. Il y a certaines barrières qui sont là. Je ne sais pas entrer dans un pays autrui qui est étranger avec ma production ou mes biens que je veux vendre, mais je peux les vendre en ligne. Donc, si moi, je suis persona non grata, on ne permet pas que je puisse mettre mes pieds à Londres, mais je peux toujours vendre mes biens aux consommateurs londoniens, même si je ne mets pas mes pieds à Londres. C'est de cela qu'on parle ici. Certains obstacles, les technologies peuvent supprimer cela. Ces facteurs peuvent également augmenter la productivité des entreprises, des employés aussi. Il y a une grande différence où il y a des écarts qui sont observables, même à l'œil nu, entre les entreprises qui adoptent les nouvelles technologies et celles qui ne les adoptent pas. Il y a un grand écart. Nous prenons l'exemple de deux mamans qui font le champ. Elles sont censées faire le champ sur 10 hectares. Alors, si ça leur demande 4 semaines pour finir les 10 hectares, si l'une d'elles décide d'investir, c'est-à-dire d'acheter un tracteur pour pouvoir faire ces 10 hectares, celle-là va finir les 10 hectares, pas dans 4 semaines, peut-être dans un jour. Si elle a quelqu'un qui sait manier cela, ou si elle-même sait manier cela, dans une semaine ou dans un jour, elle aura fini les 10 hectares. S'il a commencé à 6 heures du matin, je pense qu'avant 6 heures du soir, elle aura fini ces 10 hectares. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elle aurait fini, il va faire autre chose, une autre activité qui va encore lui produire de la richesse. Alors que celle qui travaille toujours à la haut, ça va lui prendre 4 semaines pour finir les 10 hectares. Un exemple assez banal, mais c'est pour vous montrer que si vous investissez dans les nouvelles technologies, elles vont vous aider à accomplir vos tâches, à les finir non seulement à temps, mais d'une manière qui est précise. Et vous pouvez faire autre chose pendant le temps que vous n'avez rien à faire. Vous pouvez essayer de voir quoi vous pouvez améliorer parce que vos tâches, vous les avez finies. Vous pouvez penser à autre chose, outside the box, comme on dit, pour voir qu'est-ce qui peut être encore fait pour pouvoir nous enrichir ou pour pouvoir consolider notre position de leader dans l'industrie ou dans les secteurs. Voilà. Et les écarts observables, même à l'œil nu, existent entre ceux qui investissent dans les systèmes informatiques, dans les technologies et celles qui n'investissent pas. Les technologies ont ainsi un impact positif sur le rendement de l'entreprise. Et je venais d'en parler. Là, l'exemple de deux dames, l'une qui a acheté les tracteurs pour faire ses 10 hectares, l'autre qui dit que non, moi je veux faire à la haut, est éloquent. Les facteurs technologiques. Voici certains facteurs technologiques à considérer.
Activité de la recherche et développement. Ça, c'est très important. Je vous ai dit que on ne peut pas prendre une décision sans faire des recherches, sans faire des analyses, sans faire des études. C'est l'erreur que nous commettons souvent en Afrique. Les gens ne recourent presque pas à des bureaux d'études. Ils ne recourent presque pas aux experts. Sauf si on dit que pour avoir le permis d'exploiter, nous avons besoin d'une autorisation ou d'un certificat des experts. Là, on va courir vers les experts parce que c'est une condition. Mais autrement, on n'a pas besoin d'eux. On pense qu'on connaît tout. Et cela est vrai dans les secteurs privés comme dans les secteurs publics. En Afrique, c'est ça la mode, malheureusement. Et on se demande pourquoi l'Afrique est toujours en retard. Et l'Afrique, pourtant, a produit beaucoup de gens, beaucoup de cerveaux. Malheureusement, on ne les consulte pas. On ne les consulte pas. En Europe, en Amérique, ailleurs, on connaît l'importance de ces gens-là. On les consulte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation. D'après vous, c'est quoi? C'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cela? Il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont l'expertise dans ce domaine-là, qui peuvent proposer des solutions qui sont vraiment efficaces. Il y a la guerre à l'est du Congo. Cette guerre-là devient interminable. Et là, ce n'est pas sérieux. Donc, il y a des jeunes gens qui sont nés une année avant la guerre, qui n'ont pas pu avoir l'opportunité d'aller à l'école parce qu'il y a instabilité sociale. Ils sont déplacés. Ces gens-là constituent un problème, ils vont constituer un problème dans le futur. Il y a le tissu économique qui est vraiment détruit. Faudra-t-il 50 ans pour mettre fin à la guerre qui est à l'Est? Ou il faudra que le pays recherche les gens qui ont des compétences, les gens qui ont étudié, se sont spécialisés dans les domaines et pouvoir donner des propositions. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Les cellules, les cellules de recherche et développement doivent être présentes dans les secteurs privés, dans une entreprise, toute entreprise du secteur privé, tout comme du secteur public. Dans tout ministère, à la primature, à la présidence de tout le pays africain, si nous voulons faire un pas vers le développement. L'automatisation. Il y a des tâches qui peuvent être automatisées. Au lieu d'utiliser les ressources humaines, on peut seulement automatiser cela. Vous savez, quand je suis à ShopRite, quand j'y entre, il y a des gens là qui sont à la porte, des gardiens ou des sécurités, comme on dit, qui me disent bonjour. Je dis bonjour et puis j'entre. Et je cherche ce que je cherche et je ressors avec mon sachet. Ils me disent bonjour et je passe. Ils ne sont pas là pour dire bonjour aux gens. Ils sont là pour se rassurer que les, les individus ne sortent pas de ces magasins-là avec des articles qui ne sont pas payés. Il semble qu'ils regardent les visages des gens, ils se disent que celui-ci ne peut pas voler. Celui-là peut voler. Alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent voler, on leur demande d'ouvrir les sachets et ils contrôlent, ils regardent la facture, ils regardent et puis ça va partir. Souvent, je pensais que c'est parce que j'étais bien habillé, j'étais en veste. Mais il y a des fois, j'y vais en culotte.
Et c'est le même traitement. Je pense que c'est dit, ce monsieur-ci, son visage montre que jamais il va voler. Mais il y a un moyen d'implémenter un système qui ne va pas discriminer les gens. Ce sont les systèmes qui se trouvent dans des pays de l'Occident. Ou si une marchandise, un article sort du magasin ou de l'entrepôt ou encore du supermarché sans être payé, l'alarme indique cela. On parle d'automatisation. Si cela est fait, je pense qu'il y aura moins de vols. C'est ça. Il y a d'autres tâches là où il ne faut pas penser, ça peut être fait sans raisonner. Il faut automatiser cela et donner aux individus qui peuvent penser les tâches là où on veut que les gens pensent. Voilà. Les robots peuvent faire le travail des robots et les êtres humains doivent faire le travail où on doit raisonner et par moment penser outside the box. C'est ça. Et les taux de changement technologique, il faut toujours essayer de voir si euh, les technologies changent. Si ça change, il faut changer avec ça. Si vous ne changez pas avec ça, vous aurez un problème. Vous aurez un problème. Vous serez dépassé. Voilà l'évolution des utilisateurs de l'Internet à travers le monde. J'ai les données jusqu'en 2020. Comme vous voyez, 2015, c'est 2,8 milliards. C'est un milliard. Euh, une année après, 2016, c'est 3,1, et ainsi de suite, ça ne fait que monter. 2020, c'était la dernière année que j'ai eue, mais je pense que j'ai eu 2021. Alors, je ne retrouve pas la donnée. C'est à peu près 5 points quelque chose milliards. Mais la courbe montre que euh, l'utilisation de l'Internet à travers le monde est croissante. Croissante. Alors, nous, en tant que pays, nous devons aussi nous rassurer que la consommation de l'Internet chez nous, en RDC, doit être aussi croissante parce que la population croît. Et nous devons nous rassurer qu'il y a des structures qui vont permettre aux individus, aux entreprises privées, aux entreprises de l'État à utiliser l'Internet chaque jour pour la consommation, pour les besoins commerciaux, achats, ventes, ainsi de suite, même recherche de l'information. Vous savez qu'en Amérique, bien avant COVID, beaucoup d'universités enseignaient en ligne. On comprenait qu'il y a des gens qui peuvent étudier et travailler. Si quelqu'un travaille et qu'il est en mission dans une autre ville ou un autre État ou une autre province, il doit être en mesure de continuer à suivre ses cours. Alors, l'option d'étudier en ligne ou de venir dans la salle de classe était là. Ceux qui veulent aller dans la salle de classe, ils vont. Ceux qui veulent étudier en ligne, le font. Quand COVID est venu, on a vite compris que avoir cette capacité, avoir l'option de donner cours en ligne, c'était une bonne chose. Ça n'a pas empêché les jeunes gens, les étudiants, à étudier et à apprendre. Alors que dans beaucoup de pays africains, les étudiants étaient à la maison. Je me souviens, et j'ai devrais donner cours dans des universités en ce temps-là, et dont j'étais le nom, et je n'ai pas pu donner cours parce que les gens devraient rester à la maison. Mais si le Congo avait cette capacité-là, et offrait à la population la capacité d'accéder à l'Internet et que les universités aussi avaient investi dans les capacités de pouvoir offrir les cours en ligne, les étudiants n'allaient pas souffrir, n'allaient pas chômer. Donc, c'est comme vous voyez dans des pays développés, les étudiants ou la population continuent à avoir une main au-dessus, comme on dit.
avoir un certain avantage sur les populations africaines et les étudiants africains. Et cela devra changer si nous voulons que l'Afrique puisse aussi se développer. Il y a pratiquement à peu près 5 milliards d'individus qui utilisent l'Internet aujourd'hui. Et ça, c'était les données de l'année passée, de l'année avant. Mais cette année, quand j'ai fait mes recherches, c'est à peu près 5 milliards de personnes qui utilisent l'Internet régulièrement. Il y a à peu près 4,5 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour échanger des nouvelles, et ainsi de suite. Et puis, cela a donné naissance à ce qu'on appelle le marché du travail global ou mondial. Et là, ces marchés-là exigent des grandes compétences. Des grandes compétences. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux étudiants, je les ai toujours encouragés de prendre les études au sérieux, de ne pas seulement être là pour recevoir les points et passer des classes. Vous pouvez avoir un diplôme sans compétences. On peut vous engager avec un diplôme, mais on trouve que vous n'êtes pas compétent de faire ce qu'on vous demande de faire. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va vous virer. Donc aujourd'hui, avec la mondialisation, avec ces marchés du travail qui est devenu mondial, donc vos concurrents ne sont pas vos collègues de classe. Vos concurrents sont à travers le monde. Certains sont en Chine, d'autres sont au Japon. Il y en a qui sont en Corée du Nord ou du Sud. Il y en a qui sont à Johannesburg. Il y en a qui sont même au Canada et aux États-Unis. Pourquoi pas dans les îles de l'océan Indien. Les progrès dans les technologies permettent que ces gens-là puissent faire le travail là où ils sont, même s'ils ne sont pas au Congo. Il y a quelqu'un qui donne cours à vous, qui vous donne cours, mais qui n'est pas à Kinshasa. Il est quelque part, mais il vous donne cours. Ce qui n'était pas possible il y a 3 ans, mais c'est possible maintenant. Donc, avec les progrès dans les technologies, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. La façon de travailler a été facilitée et aussi la façon d'apprendre a été aussi facilitée. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des grands défis et que vous avez des concurrents qui sont éparpillés à travers la Terre. D'où la nécessité de développer vos compétences. Le marché mondial du travail est rendu possible grâce aux plateformes digitales. Alors, et cela est valable pour les emplois traditionnels, aussi pour les emplois de freelance. Et ce qui est important avec ça est qu'on a vu l'émergence des équipes virtuelles. Et c'est ça la norme, les équipes virtuelles. Et avoir une équipe physique qui se retrouve à Kinshasa, et ce n'est plus la norme, puisque avec une équipe physique qui est quelque part dans une ville ou un village, on n'a pas accès à beaucoup d'expertise. Il y a un expert qui est peut-être au Japon, à Nagasaki, avec les nouvelles technologies, il peut être membre de l'équipe qui est à Kinshasa. On peut trouver notre membre d'équipe qui se retrouve à Hawaï, aux États-Unis. Un autre qui est peut-être en Norvège. Et tous ces gens-là sont membres d'une même équipe. On appelle ça l'équipe virtuelle. C'est une bonne chose parce que on a accès à ces expertises qui sont éloignées, qui sont lointaines. Mais l'informatique ou les systèmes informatiques nous permettent de les avoir dans notre équipe et être en mesure de produire quelque chose d'assez important. Je me souviens quand je faisais mes 2 doctorats d'ailleurs aux États-Unis, on avait des équipes pour faire certaines recherches. Je me souviens pour le premier doctorat, un des collègues qui était dans la cohorte, c'était un officier de l'armée américaine qui était en ce temps-là dans l'île du Japon.
Donc, nous autres, quand nous étions là en train de faire euh, des réunions vidéo, lui ne pouvait pas faire une réunion vidéo à cause de la sécurité. Lui se mettait seulement sur l'audio. Mais il était un officier supérieur dans l'armée américaine. Mais en ce temps-là, il était stationné dans l'île de Japon. Donc la distance n'a pas pu l'empêcher d'être membre de l'équipe. J'ai appelé ça l'équipe virtuelle d'experts. Nous étions des doctorants en ce temps-là. Voilà. En 2020, comme je dis, il y avait à peu près 4 millions, 4 milliards 6 utilisateurs de l'Internet. Cela représentait à peu près 59% de la population mondiale. Et c'est comme je vous ai dit, les statistiques que j'ai consultées en décembre, je n'ai pas pu les retrouver. Et c'était déjà à peu près 62 millions, 62 millions, 62 ou 63% de la population qui utilisait l'Internet de manière régulière. Et ça, c'est une bonne chose parce que, encore une fois, il y a l'émergence des- du marché mondial du travail. Il y a aussi l'émergence aussi du marché où on écoule ce qu'on a produit, bien ou service. Il y a aussi l'émergence euh, des équipes virtuelles qui sont très performantes ou plus performantes que les équipes physiques qu'on a connues traditionnellement. Alors ça, je viens de le dire. Les emplois traditionnels, les emplois de freelance et émergence des équipes virtuelles. Sans compétences, vous ne serez jamais sur l'équipe virtuelle. C'est ça. Il y a l'écosystème de services digitaux. Quand on est dans la révolution digitale, et il y a adoption des services digitaux et cela transforme notre façon de vivre. Donc, il y a dans d'autres pays, quand vous êtes payé, votre argent entre en compte. Je sais qu'au Congo, l'argent entre en compte. Le même jour, la personne récupère tout. Même pour récupérer, c'est comme je dis, je pense que je l'ai dit dans l'autre partie de ces cours, on a le problème même pour franchir la porte de la banque pour entrer dedans. Il y a beaucoup de gens qui se bousculent. Il y a des gens de sécurité, certains policiers, par moments on vous bouscule, vous êtes là, vous devenez sale. Et puis quand vous entrez, et puis la dame qui doit vous servir pour vous donner votre argent vous boude, vous allez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures pour récupérer votre argent. Les clients est-il roi? On ne sait pas. Mais la vie n'est pas facile de cette manière-là. Je viens récupérer mon salaire, mais il y a des complications. La dame qui doit vous servir, qui doit vous donner votre argent, vous boude, elle n'est pas polie, et ainsi de suite. Après, vous recevez votre argent après 3 heures ou 4 heures. Et vous retournez chez vous fatigué, sans avoir travaillé ces jours-là. Mais dans d'autres sociétés qui se sont digitalisées, les sociétés qui ont adopté la révolution digitale, ça ne vaut même pas la peine d'aller à la banque chercher votre argent. D'abord, vous savez que les billets de banque, même les pièces de monnaie, c'est ce qui véhicule les microbes et les bactéries. Et si on est malade, mais c'est une des raisons. Ça passe entre plusieurs mains. Pourquoi dois-je utiliser les pièces de monnaie ou encore les billets de banque? Pourquoi je ne peux pas faire des transferts ou faire des paiements à partir de ma carte, la carte qui est liée à mon compte? Et sous d'autres cieux, c'est comme ça que ça se fait. Quelqu'un peut faire 6 mois sans toucher un billet de banque. Il n'a pas besoin d'aller chercher son argent, son salaire à la banque, et puis passer 2 heures ou 3 heures. Non, il sait qu'on m'a payé autant. Il va dans un magasin, il trouve quelque chose, une chemise, c'est combien? C'est 15 dollars. Et il prend sa carte, il met sur la machine, l'argent quitte son compte vers le compte du commerçant et c'est fini les parties. Voici comment la révolution digitale transforme la vie de certaines personnes.
Et ça transforme aussi la façon de travailler. C'est ça. Nous devons faire un effort, nous, Africains, à pouvoir entrer dans cette révolution digitale. Et je sais qu'il y a un explorateur qui s'appelait Stanley, comme on le dit en français. C'était un explorateur britannique, je pense, qui était à la recherche de la source du fleuve Nil. Et c'est lui qui y est arrivé, il est arrivé au niveau de Kisangani, qu'on a baptisé Stanleyville. Oui, à un moment donné, voyant l'étendue des du pays des rois Baudouin et des rois Léopold II, il dira que le Congo sans le chemin de fer ne vaut pas un sou. C'était un constat qui était vrai. Et moi, en tant que technologue, j'ai toujours dit à ceux qui m'entendent ou qui voudront m'entendre que notre beau pays, la RDC, sans la révolution digitale, ne va pas se développer. Le pays est grand et on a besoin d'entrer dans cette révolution digitale. L'État doit faire ce qu'il doit faire. Les hommes d'affaires et femmes d'affaires doivent aussi investir dans les systèmes informatiques. Mais il faut d'abord que l'État investisse dans cette structure-là, là où les individus viendront bâtir. C'est comme une fondation. Si elle n'est pas là, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons entrer dans cette révolution digitale si nous voulons nous développer. Nous devons enseigner les cours d'informatique, même aux écoliers du primaire. Nous devons être connectés à l'Internet au niveau des écoles de base, des écoles secondaires, des universités. Sous d'autres cieux, quand vous êtes admis à l'université, on vous crée un compte courriel ou email. Je me souviens quand j'étais engagé, j'étais admis à l'université de Winnipeg, directement après l'admission, on m'envoie une lettre pour me dire voici votre compte email. Voici comment vous allez vous connecter à la bibliothèque virtuelle. Si vous ne voulez pas venir à la bibliothèque qui est physique, voici comment vous pouvez avoir accès au laboratoire à distance, ainsi de suite. Cela doit être fait aussi pour les étudiants congolais, si nous voulons qu'ils puissent performer au même niveau que leurs collègues canadiens, américains, français. La révolution digitale, il y a des amusements qui ça offre, il y a de l'information qui cela offre aussi, il y a des utilités qu'on peut payer ou recevoir grâce à la révolution digitale. Il y a aussi des business qui peuvent être conduits d'une manière assez efficace et assez aisée aussi si on est dans la révolution digitale. Parlons des amusements. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut jouer pour se divertir. D'autres jeux aussi, on les joue, mais ça forme. Ça peut former les cerveaux des petits-enfants, ainsi de suite. Ceux qui sont malades aussi peuvent retrouver certains jeux qui peuvent les aider à pouvoir améliorer leur santé. L'information, on a l'information à tout moment. C'est comme je dis, à moins que l'Internet soit fermé ou bloqué. Sinon, on a l'accès à l'information si on veut et quand on veut. Les utilités. Je peux traiter avec les institutions de l'État ou du gouvernement pour payer mes impôts sans me rendre au bureau du gouvernement. Je peux avoir accès au système de santé, c'est-à-dire chercher un docteur, un médecin qui pourra traiter mon cas et communiquer avec lui sans que nous ne puissions nous voir physiquement. Je peux aussi payer les factures pour la consommation de l'eau sans pouvoir me rendre au bureau de cette entreprise-là.
Je peux programmer que l'argent quitte mon compte mensuellement pour payer euh, ma consommation d'eau, la consommation de courant, et ainsi de suite, sans que je puisse intervenir. Je peux dire que de tel mois à tel mois de telle année, prenez autant d'argent dans mon compte pour payer telle entreprise, et ainsi de suite. Au bout de cela, l'entreprise peut m'écrire, peut me dire, oui, nous avons reçu vos paiements mensuels, voici l'écart. Vous avez peut-être payé plus que ce que vous devriez ou vous avez payé moins. Alors, on trouve une solution là-bas. Vous nous envoyez ce que vous avez manqué de nous payer ou nous vous envoyons ce que vous avez payé en trop ou nous gardons ça comme un crédit sur votre compte. Voici comment la vie est facilitée. Les business, la même chose. Je peux payer mes fournisseurs, je peux programmer que mes fournisseurs sont payés pour la livraison de telle ou telle marchandise avec une fréquence déterminée. Tout comme je peux faire les online banking. Ça ne vaut pas la peine que je me rende à la banque. Ainsi de suite. Donc, cette révolution digitale a facilité beaucoup de choses. Et pour que nous puissions bénéficier de cela, nous, les Africains, nous devons d'abord investir dans cette partie qui est la fondation. La fondation, et nous allons maintenant essayer de bâtir, de mettre des pierres au-dessus de la fondation pour pouvoir utiliser cette informatique ou cette technologie. Il y a aussi un problème aussi de la culture. Est-ce que nous pensons que la révolution digitale peut résoudre nos problèmes? Est-ce une solution? Si nous ne pensons pas comme ça, alors nous n'allons pas utiliser la révolution digitale. C'est comme les systèmes bancaires. Beaucoup de gens préfèrent garder l'argent dans la maison, en dessous du matelas, au lieu de placer ça à la banque, pour plusieurs raisons. Certains d'entre eux, je ne peux pas les blâmer. Si pour retirer ça, vous allez souffrir, pourquoi alors amener ça à la banque? Gardez ça chez vous, à vos risques et périls. Donc, il y a ici nécessité d'éduquer la population pour leur faire voir que c'est urgent d'être connecté à l'Internet. C'est vraiment très important de pouvoir jouir des bénéfices de la révolution digitale. Et nous devons aussi éduquer ceux qui doivent prendre des décisions pour pouvoir investir dans les technologies, dans ce que j'appelle la fondation, sur base de laquelle les autres opérateurs économiques, les autres investisseurs, la population peut aussi mettre une brique. Il doit y avoir une fondation. Et ça revient à l'État, au gouvernement. Donc, les internautes au monde, il y a 11%, à peu près 12% des internautes qui vivent en Afrique. Ça, c'était les statistiques du mois de mars 2020. Donc, 89% vivent en dehors de l'Afrique. Voyons le Congo et ses pays voisins. Avant d'arriver là-bas, et ce que nous avons récolté montre que parmi ceux qui utilisent les réseaux sociaux, l'Internet, je veux dire, il y en a 85% qui utilisent ça pour les réseaux sociaux. Donc, communiquer avec leur famille et leurs amis, pas rechercher les informations. Donc, d'abord, il faut communiquer avec les amis, les petits amis, les petites amies, et les amis de l'école, la famille, ainsi de suite. Réseaux sociaux. Il y a 35% de ceux qui utilisent l'Internet pour rechercher l'information politique. 53%, je voulais dire. Il y a 51%
qui utilisent l'Internet pour chercher l'information ayant trait au service public. Ça, c'est à travers le monde, ce n'est pas en Afrique. Le service public, c'est comme quoi, comment je peux avoir accès à la bibliothèque publique. Comment, où est-ce que je peux trouver une école dans cette ville? Une école peut-être qui va répondre aux besoins de mes enfants. Je suis un immigrant. Donc, de telles informations, on les cherche, ainsi de suite, quoi. Et comment est-ce que je peux réduire mes impôts? Comment je peux trouver certaines exemptions sur mes impôts? Des questions comme ça. 51% de ceux qui utilisent Internet à la recherche de l'information euh, cherchent l'information ayant trait au service public. D'autres, sur le service de santé. Je cherche un cardiologue. Je cherche un neurologue. Je cherche un médecin qui peut traiter les cancers. Alors, j'ai besoin de connaître qu'est-ce que quelqu'un euh, qui a été malade du cancer, qui est en rémission, qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas manger. Quelqu'un qui souffre de diabète, qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas boire. Quelqu'un qui souffre de l'hypertension, combien d'heures il doit dormir. L'histoire comme ça, des informations concernant la santé. Il y a d'autres sociétés où les gens s'informent eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin que les médecins leur disent parce qu'on a accès à l'Internet. Sur l'Internet, il y a des sites qui sont crédibles, qui ont été construits par des experts en médecine, des cardiologues, des neurologues, et ceux qui sont spécialistes en cancer, des gens comme ça. Et ils ont des sites où il y a questions-réponses, questions-réponses. Donc, vous pouvez accéder à ces sites-là, trouver des solutions à vos problèmes. Savoir quoi manger, combien de temps dormir, quoi boire, ainsi de suite. Beaucoup de gens font des AVC en Afrique. On va dire que c'est la sorcellerie ou par moment on dit que c'est la chaleur. Non, manque d'information. Les gens ne s'informent pas. Même ceux qui ont l'hypertension, ils ne savent pas qu'ils ont l'hypertension. Ceux qui ont le diabète ne sont même pas au courant. Combien de fois nous faisons ce qu'on appelle le check-up, le contrôle médical? Combien de fois on le fait? Je ne sais pas. Alors, si on ne connaît pas son état de santé, comment alors on va faire les recherches pour savoir quoi manger, quoi ne pas manger? Ceux qui utilisent l'Internet pour le commerce et certaines professions, il y a 46% qui le font pour les paiements, effectuer les paiements en ligne. D'autres, c'est 26% pour les emplois. Je travaille à distance. Au lieu d'aller au bureau, je peux travailler à distance, je peux enseigner à distance, comme c'est le cas maintenant. Alors, les achats en ligne, alors c'est 17%. Étudier en ligne, 14%. Et je vous dis que ça, c'est à travers le monde. Je pense que si on fait seulement, on cherche les statistiques pour l'Amérique du Nord, je pense qu'étudier en ligne, on sera au-delà de 50%. Parce que beaucoup d'universités nord-américaines ont commencé à enseigner en ligne, même bien avant COVID-19. COVID-19 est venu seulement entériner, est venu dire, vous aviez raison. Vous aviez raisonné outside the box. Donc, comme les gens qui prévoyaient ce qui allait venir. C'est ça. Donc, au Congo, comme en Afrique, on doit aussi arriver au point où on doit permettre aux étudiants qui veulent étudier en ligne d'étudier en ligne. Et c'est là, ça a un avantage. Pourquoi? On n'a pas de l'expertise. Donc, on peut trouver un expert qui est au Japon dans un domaine donné et qui peut donner cours à distance aux étudiants qui sont à Kinshasa, qui sont à Kikwit, qui sont à Chikapa ou qui sont à l'université de l'Odia, sans venir à l'Odia. Vous voyez. Donc, les étudiants ont aussi besoin de l'expertise de ceux qui sont en dehors du pays, qui ont expérimenté autre chose, autre réalité. Donc, on doit leur donner cette option-là, cette possibilité d'apprendre non seulement des professeurs qui sont au pays, mais d'autres aussi qui sont en dehors du pays. On a besoin de ça. Alors, voyons le Congo.
Regardez ici, c'est l'adoption de l'Internet hein, au Congo et dans le pays voisin, tous les pays voisins. Ici, nous avons l'estimation de la population en 2021. Nous avons les usagers de l'Internet en le 31 décembre 2000. Et là-bas, nous avons les usagers de l'Internet le 31 décembre 2021. C'est-à-dire, on prend cette donnée et on compare à cette donnée-là pour trouver les taux de pénétration ou d'utilisation de l'Internet. Comme vous le voyez, la RDC natale est à 17,7%, alors que l'Angola est à 26%, on peut arrondir à 27%, l'Ouganda est à 39%, le Rwanda, notre voisin naturel, est à 45%, la Tanzanie à 37% ou 38% et la Zambie à 52%. Nous sommes en retard par rapport à nos voisins, pas par rapport au Canada ou aux États-Unis, pas par rapport à la France ou à la Belgique, par rapport à nos frères voisins. Nous sommes en retard. J'ai lu quelque part un journal qui a été, ou un magazine, ouais, comment je peux dire ça, une revue qui a été publiée aux États-Unis, c'était en 2000, je crois, 20 ou 21, que le Rwanda avait un plan, un programme que l'année, 2 ans après la publication de cette revue-là, que le 65%, 60% des écoles primaires soient informatisées et connectées à l'Internet. On prépare les gens dès le bas âge. Dès le bas âge. Nous devons faire un effort de ce côté-là. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas rester à 17%, 18%. Nous devons être au niveau où se trouve la Zambie. On doit faire cela. Les priorités, je ne sais pas où ça se trouve, mais on doit faire un effort. Sans la révolution digitale, la RDC ne peut pas se développer. Ça, je peux le répéter partout où je me retrouve. Et sans cela, on ne peut pas se développer. Voici un exemple de l'analyse PEST. On a dit qu'on on examine la dimension politique ou les facteurs politiques. C'est un exemple que j'avais conçu ou que j'avais euh, oui, conçu il y a 4 ans, je pense, quand j'ai commencé à enseigner ces cours. Un exemple, est-ce que dans le secteur agricole, par exemple, nous voulons savoir ce qui se passe, nous voulons faire l'analyse SWOT, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces. Bon, on regarde les forces. Non, ça c'est le SWOT, excusez-moi. La peste, l'analyse peste, on essaie de voir, étudier la dimension politique. Dans la dimension politique, on essaie de voir si réellement il y a quelque chose qui peut encourager le secteur agricole. Est-ce que l'État donne des subventions aux agriculteurs? La politique récente de digitalisation, est-ce que d'abord il y a une politique comme ça pour digitaliser le secteur agricole? En Inde, oui, ça se fait déjà. Il y a des drones qui sont utilisés pour inspecter les plantes, inspecter ce qui a été, ce qui se trouve dans le champ pour savoir s'il y a déjà des maladies qui attaquent les plantes, s'il y a des insectes qui attaquent les plantes. Et tout ça, les drones survolent euh, les champs et communiquent les informations live à, à une personne ou à un serveur et on travaille ces informations-là pour savoir ce qu'on peut faire. Et le même drone peut retourner ou même un autre avec des remèdes,
insecticides, ainsi de suite, pour pouvoir sauver la vie des plantes ou des fruits. Voilà. Et la politique énergétique, est-ce qu'elle est efficace? Supposons que nous sommes en RDC. La politique énergétique n'est pas efficace. Premièrement, c'est parce qu'il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de courant. Comment on peut faire une politique énergétique qui est efficace alors qu'il n'y a pas de courant à Kinshasa? Est-ce qu'il y aura des courants dans l'arrière-pays? Il faut commencer par se rassurer que Inga produit suffisamment de courant. Et d'autres petits barrages qui sont à l'intérieur du pays produisent du courant. Et essayer de voir comment on peut aider les agriculteurs à utiliser le courant qui est produit pour conserver leur production. Voilà. Nous partons de la dimension politique vers la dimension économique. Voilà ce que j'avais pensé en ce temps-là. On essaie de voir les taux d'inflation. On a dit que d'autres indicateurs étaient les taux d'intérêt parce qu'on a besoin des ressources, des capitaux. Si l'inflation, on ne sait pas maîtriser cela, c'est un problème. En ce temps-là, j'avais vu que les taux d'inflation étaient faibles et j'avais pensé que ça pouvait monter, ce qui était le cas. Et j'avais vu aussi en ce temps-là que il y avait un taux faible d'intérêt pour pouvoir chercher les capitaux à la banque et l'accès était difficile pour avoir un crédit agricole. D'ailleurs, combien de banques agricoles existent en RDC? Je me souviens quand je venais de terminer ma licence en sciences économiques, il y avait une banque agricole à Kinshasa. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles banques agricoles en RDC? Je ne parle pas des banques commerciales qui ont une cellule agricole où vous êtes un agriculteur, vous êtes dans la cellule de cette banque-là commerciale pour chercher les prêts. Non, je parle d'une banque agricole. Si on n'en a pas, c'est-à-dire l'agriculture n'est pas une priorité. Et devrait être une priorité des priorités. Un pays comme le Congo ne peut pas avoir une carence de maïs. C'est une aberration. C'est une aberration. Ce n'est pas qu'il y a eu une guerre et tout ce qu'on avait comme stock en maïs, ça a été brûlé. Il n'y a pas eu planification. Un point très. Un point très. Donc, on ne peut pas arriver à de telles situations. Si on a des banques agricoles, les agriculteurs peuvent se dire que oui, il y a des sérieux ici. Ils vont ils vont chercher des prêts à des intérêts qui sont abordables et ils savent que nous sommes soutenus par des systèmes bancaires et les gens peuvent se livrer au champ. Autrement, les gens vont seulement produire ce qu'ils vont manger, pas ce qu'ils peuvent vendre. Et c'est ça le problème. Donc, on doit revoir la politique agricole. L'agriculture doit être rentable parce que tout le monde a besoin de manger. Surtout qu'on sera à 2,4 millions en 26 ans et l'agriculture doit être rentable parce qu'il y aura beaucoup de bouches à nourrir. Donc, nous avons besoin d'avoir des banques de crédit agricole dans notre beau pays. Nous passons à la dimension sociale. Là, on regarde la croissance démographique, excusez-moi, démographique. Il y a 5% du taux annuel de croissance, ce qui n'est pas mauvais. Au moins, il y a augmentation de la population. Donc, 5% de bouches à nourrir chaque année.
C'est une bonne chose pour nous qui sommes dans le secteur agricole en tant qu'hommes d'affaires ou femmes d'affaires, mais pour les gouvernants, pour le gouvernement, ils doivent se rassurer que les 5% là qui augmentent chaque année, oh, 5% là trouvent quelque part où ils peuvent dormir. Donc, on a besoin de politiques d'habitat et de logement qui sera conséquente. On doit aussi se rassurer que les 5% qui s'ajoutent chaque année, c'est-à-dire que on doit se rassurer qu'il y a des crèches, il y a des écoles maternelles pour accueillir ces jeunes frères et sœurs. Et cela permettra aux mamans, à leurs mamans, soit d'aller au travail, soit d'aller au champ. Et certaines qui se sont fait engrosser alors qu'elles étaient à l'école, de retourner à l'école. Les taux d'utilisation des smartphones, on a trouvé que c'était élevé parmi les jeunes, ce qui est une bonne chose, mais on doit se rassurer aussi que dans l'arrière-pays, là où on fait les champs, là où on fait l'agriculture, qu'il y a aussi des antennes qui vont permettre à ces jeunes gens-là d'aller dans l'arrière-pays et de continuer la communication avec leurs familles, leurs petites filles, petites amies, avec leurs parents, et ainsi de suite. Et les enquêtes avaient prouvé que 30% des jeunes s'intéressent dans l'agriculture. L'intérêt, c'est une chose, mais s'engager dans l'agriculture, c'est une autre chose. Il faut trouver un moyen pour les encourager de s'engager d'une manière assez pratique dans l'agriculture. Oui, je suis intéressé, mais est-ce que l'intérêt veut dire que je vais m'appliquer? Pas encore. Donc, on a besoin de politiques qui peuvent amener ces jeunes gens-là à pouvoir pratiquer l'agriculture. On doit avoir des écoles où il y a des sections agricoles. Un monsieur qui a fait, un jeune homme qui a fait la littéraire, quand il finit, il ne connaît rien à part le latin qui n'est plus parlé. Mais un jeune homme qui a fait la section professionnelle, même le cycle long, mais section agricole, il a du métier. Il peut encadrer certaines mamans dans le champ, dans la périphérie de Kinshasa, comme moniteur agricole. Il peut lui-même faire son business en cherchant les gens qui vont faire pour lui des champs et il devient un businessman. Donc, des écoles comme ça doivent être construites et on doit encourager les jeunes gens et à se faire inscrire dans ces écoles-là en donnant de certaines bourses, certaines facilités, et ainsi de suite. Donc, le gouvernement reste toujours un élément responsable, un élément intéressant dans tout ce que nous sommes en train de parler ici. Les technologies, la dimension technologique. Faible pénétration de l'Internet, on l'a vu, 17% de la population. Et même ces 17%-là, par moment, on n'a pas de gigas. On ne sait pas se connecter parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter les mégas ou les gigas. Ce n'est pas que c'est la connectivité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ça reste un problème. Je me souviens un jour, j'étais à Kinshasa, je devrais être en réunion avec certains collègues. Il y avait 3 personnes qui connectaient avec moi à partir de Connecticut, l'État aux États-Unis. Il y avait une dame qui était en Allemagne, une autre dame qui était en Écosse. Et si moi, j'étais au Congo. Alors, la réunion a commencé. À un moment donné, il y a eu coupure de courant. Je me suis retrouvé dans le noir. Quelle honte. Les collègues ont demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, il y a eu coupure de courant. Donc, vous voyez, avec telle chose, ça n'arrange pas. Non seulement ça embarrasse, mais aussi si j'étais connecté à un Wi-Fi, à un Wi-Fi, le Wi-Fi devrait aussi me déconnecter
à La Réunion. Donc, ce sont des choses qu'il faudra éviter. On doit travailler là-dessus. Taux élevé d'utilisation des smartphones, ce qui est une bonne chose, mais faible connectivité dans les régions rurales. Voilà. Un exemple d'analyse PEST qui peut être fait et présenté à un preneur de décision. Ça peut être un ministre. Donc ça peut être seulement un sommaire, un résumé sommaire, mais il doit y avoir un rapport qui est fait, qui explique certains chiffres, qui explique certaines courtes phrases qu'on a mis dans ce tableau ici. Voilà. Il doit y avoir des recommandations aussi. Voilà comment je montre l'aperçu de la liste PEST. On identifie les opportunités et aussi les menaces. Souvenez-vous, on a dit que les analyses du macro-environnement viennent analyser dans un grand détail les opportunités et les menaces dont on parle dans l'outil SWOT. On a dit que les deux cadrans d'en bas, dans SWOT, sont les éléments de l'environnement externe de l'entreprise. Donc, les analyses du macro-environnement viennent analyser avec beaucoup plus de détails les opportunités et les menaces dont on a parlé brièvement dans l'analyse du micro-environnement. Donc, ici, on identifie ces opportunités-là et les menaces en question. On fait des prévisions dans la dimension politique, des prévisions dans la dimension sociale, on fait des prévisions dans la dimension technologique et aussi dans la dimension économique. À partir de là, on anticipe et on réagit. Voilà. L'analyse type, qui est la deuxième analyse de notre analyse macro-environnement, c'est pratiquement l'analyse PEST, mais on ajoute seulement une autre dimension, certains facteurs qui sont environnementaux. On voit comment ces facteurs-là impactent notre entreprise ou les activités de l'entreprise. L'analyse type étudie tous les quatre facteurs ou les quatre dimensions de l'analyse PEST, mais elle ajoute un autre facteur supplémentaire qui est l'environnement ou une dimension qui s'appelle l'environnement. L'analyse type permet également d'évaluer les facteurs environnementaux et les facteurs environnementaux et on évalue les types d'impact de l'entreprise sur l'environnement. On a dit qu'il y a interdépendance. On prend l'environnement, on prend l'entreprise, il y a interdépendance. Ils s'impactent mutuellement. L'entreprise vient, comme je vous ai dit, les entreprises qui ont commencé quand le Congo a commencé en tant que l'État indépendant du Congo, qui était la propriété du roi de Belge, Léopold II. Il y a des entreprises qui sont venues de la Belgique et d'autres pays européens qui sont venus avec ce que le roi Léopold II appelait une mission civilisatrice. Il faut civiliser les indigènes. Oui, les entreprises venaient pour pouvoir exploiter les richesses du pays. Mais pour mieux exploiter ces richesses-là, on doit se rassurer qu'on a une main-d'œuvre qui peut lire et écrire pour comprendre les instructions. On a une main-d'œuvre qui est en bonne santé, car si la main-d'œuvre est malade, elle ne saura pas être performante. Une main-d'œuvre dont la famille aussi est en bonne santé, d'où la création des hôpitaux, des centres de santé. Une main-d'œuvre qui vit dans des conditions meilleures que ce qu'elle avait avant.
Il y a eu création des camps tels que euh, et les habitations qui se trouvent à Kitambo, qui étaient construites par Chanik ou Chanimetal, aussi par Texaf, qui est Itex Africa. Il y a les camps tels que Kauka, qui a été construit par l'ONATRA, ainsi de suite. On a mis les indigènes dans de bonnes conditions, conditions meilleures que les conditions qu'ils avaient avant, avec l'espoir qu'ils seront plus performants. Donc, vous voyez que les entreprises ont eu un impact sur l'environnement. Mais il y a aussi l'environnement qui a aussi l'impact sur l'entreprise. Donc, il faut essayer d'étudier les deux là, à les analyser pour voir que il n'y a aucun d'entre ces deux, aucune d'entre ces deux entités freine l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a certains milieux où la culture ne peut pas permettre certaines activités. Vous n'allez pas vendre les bikinis, par exemple, en Afghanistan, où la femme doit être habillée en burqa. Il n'y a que les yeux qu'on peut voir. Alors, vous allez là-bas avec votre atelier de couture, vous commencez à design, à confectionner les bikinis et vous cherchez les modèles, donc les filles qui sont modélistes, pour venir porter ça et exposer ça aux potentiels clients, aux clientes. Il y a un problème. Vous serez lynché par la société parce que c'est contre leurs valeurs, contre leurs croyances, avant que l'État afghan ne vous mette en prison. Vous voyez. Donc, vous avez un bon business plan, mais la société ne permet pas cela. Il y a aussi la société qui a aussi un impact sur les affaires. Et je vais vous donner un exemple qui est aussi triste. C'est un exemple de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Ce beau pays s'appelait encore le Zaïre en ce temps-là. Il y a vers les années 70, début 70, il y a eu beaucoup d'usines de montage de voitures. Les mêmes usines étaient aussi installées au Brésil. Il y avait des usines allemandes, des usines américaines, françaises, ainsi de suite. On montait les voitures. Il y avait aussi une usine pour la fabrication des pneus. On appelait Goodyear. À un moment donné, à cause d'un mécontentement qui se passe dans la sphère politique, les politiciens ont toujours un problème et ils manipulent la population. Et les gens sont allés, ils ont brûlé, ils ont saccagé les usines. On a brûlé les usines. Je travaille dans une usine, j'amène les gens, mes amis, allons, saccageons, brûlons. Parce que notre leader du parti dit qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé. Ces usines étaient saccagées, brûlées. Voici un impact de l'environnement qui est négatif sur le business. Les mêmes usines qui ont été installées au Brésil aujourd'hui, au Brésil, on fabrique les jets privés. On fabrique les jets privés. Ils ont fait un bond. Nous avons fait plusieurs bonds en arrière. Et on se demande pourquoi les gens ne viennent pas installer au Congo. On dit que, bon, on part chercher des investisseurs, mais on ne les voit pas. Mais un homme d'affaires n'est pas un idiot. Il est rationnel. Il regarde derrière, en arrière, plusieurs années pour étudier l'histoire du Congo, de la RDC. En ce temps-là, Zaïre, qu'est-ce qui s'est passé? Le comportement de quelqu'un dans le passé nous aide à prédire ce qu'il va faire dans l'avenir. Je pense qu'ils se disent que ce qui s'est passé là-bas, il y a plusieurs années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ça pourra encore se produire dans un futur proche ou lointain.
Voilà. L'impact peut être positif ou négatif. L'impact de la société congolaise sur les investissements n'a pas été positif. L'impact de certaines entreprises qui sont venues au début du Congo étant indépendant, ça a été positif, même s'il y a eu quelques histoires qu'on n'a pas appréciées, telles que ce qui se faisait dans la forêt équatoriale. On coupait les mains des gens qui ne pouvaient pas atteindre les quotas des caoutchoucs, ainsi de suite. Mais d'une manière générale, nos grands-parents ont appris à lire et à écrire. Ma grand-mère, je crois qu'elle est née en 1917 parce que mon père était né en 1933. Il était le deuxième. C'est-à-dire que sa sœur devrait être née en 1931. Donc, si on enlève 12 ans ou 13 ans, l'âge où la fille pouvait voir ses premières règles, et on la marie, je pense que ma grand-mère devrait être née en 1917 ou 1918. Pourquoi je parle d'elle? C'est elle qui m'a appris l'alphabet, à lire l'alphabet. Elle était née en 1917 ou 1918, mais elle m'a appris à lire l'alphabet. Ce n'était pas en première année. Je n'étais pas encore entré en première année. Elle savait lire la Bible dans sa langue maternelle, bien sûr, mais elle m'a appris l'alphabet. Donc, comment on peut dire que l'arrivée de ces gens-là, des missionnaires, des colons, n'a eu qu'un effet négatif? Par moment, nous devons être aussi reconnaissants. Donc, souvent, quand on me demande la dame qui a marqué ma vie, les gens sont étonnés que je parle de ma grand-mère. Il y en a qui se demandent pourquoi pas ta maman. Je dis, c'est ma grand-mère. C'est la femme qui a marqué ma vie parce qu'elle a compris que je devrais étudier, que je devrais, que la clé de la réussite de ma vie était dans ma main. Et cela, c'était les études. Elle me le répétait toujours. Et elle me faisait voir qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va à l'école et la personne qui ne va pas à l'école. En me disant, tes amis avec qui tu joues, ils ont ton âge, mais ils n'ont pas ton niveau. Tu es une année, 2 années en avance par rapport à eux. Je veux voir la différence. Voilà comment elle m'a inculqué cette mentalité. D'abord, m'a appris à lire. Il m'a fait voir que la différence existe entre celui qui a étudié et celui qui n'a pas étudié. Ou encore celui qui étudie et celui qui n'étudie pas. Voilà. Les exemples d'entreprises. Il y a des entreprises agricoles qui polluent l'air, qui polluent l'eau aussi. Il y a les entreprises pétrolières qui polluent l'air et qui polluent aussi les eaux avec leurs déchets. Et les entreprises minières qui polluent l'air et qui polluent aussi les eaux. Et j'avais appris l'histoire des trafiquants de l'uranium dans, dans le Katanga. Et c'est une exploitation artisanale et il y a des conséquences assez graves, assez graves. Et on doit réguler cette histoire-là, interdire parce que l'uranium, ce n'est pas une bonne chose, une bonne matière pour la santé des individus. Oui. Et ce qui doit être important, ce qui doit être fait est que il faut que ceux qui donnent les autorisations d'ex- de- de- d'exercer certaines activités et dans les secteurs qui polluent l'air, les eaux, ainsi de suite, soient sérieux. On doit se rassurer que toutes les mesures préventives sont là et les mesures correctives sont là si jamais la prévention ne réussit pas et que on doit se rassurer que la santé de ceux qui vont y travailler est prise en compte et surtout aussi la santé de la communauté environnante est aussi prise en compte. Les facteurs environnementaux.
Certains facteurs à considérer sont les suivants: l'eau, le vent et le sol, la nourriture qui peut être aussi infectée par la pollution, l'énergie du sol, la pollution elle-même, et puis il y a les réglementations environnementales qu'il faut considérer. Vous allez faire des exploitations quelque part, vous allez faire les affaires quelque part. Quelles sont les réglementations environnementales dans le pays en question? Même chez nous, je veux faire une affaire dans une zone quelconque, supposons dans les Katanga, et tout près des mines de l'uranium. Je dois essayer de connaître quelles sont les réglementations. Est-ce que je peux faire les affaires dans cette zone-là? Si oui, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me rassurer que mes employés ne sont pas contaminés et ceux qui viennent même rendre visite ne sont pas contaminés, ainsi de suite, quoi. La dernière, le dernier outil ou la dernière analyse, c'est Stepol. Et comme vous pouvez le voir, il y a les 5 dimensions qu'on vient de voir: dimension politique, dimension économique, dimension sociale, technologique, dimension environnementale. Nous ajoutons 2 autres dimensions. Le L, c'est la dimension légale ou juridique. Le E, c'est la dimension éthique. Nous devons aussi voir, analyser les systèmes juridiques. Quelles sont les lois du pays? Il faut connaître les lois du pays, comme on dit en anglais, law of the land, pour ne pas avoir des pétrins, ne pas avoir des problèmes, ne pas se retrouver devant un juge, devant un magistrat et répondre aux questions, au risque qu'on vous dise qu'on vous retire votre autorisation d'exploiter telle ou telle activité. C'est ça. Alors, le- l'analyse TEPOL était notre pas en avant, ok, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que les autres qu'on a vus avant, puisqu'il y a de nouvelles dimensions qui s'ajoutent, qui sont 2 catégories des facteurs qui s'ajoutent. Et ces facteurs-là sont les facteurs juridiques et les facteurs éthiques. Les facteurs légaux ou juridiques, ce sont des facteurs qui ont trait à la complexité de la législation. La législation, elle n'est pas la même à travers la terre. Chaque pays a la sienne et la modifie en fonction des réalités. Il y a dans d'autres pays où l'âge légal, l'âge de maturité est 18 ans. Dans d'autres pays, c'est 19 ans. Dans d'autres, c'est 20 ans. Prenons l'exemple des États-Unis. L'âge de maturité dans certains États, c'est 18 ans. Dans d'autres, c'est 19 ans. Dans d'autres encore, c'est 20 ans. Il y a même excusez-moi, il y a certains États où on dit que à 18 ans, oui, vous pouvez faire telle ou telle chose, mais vous devez attendre 19 ans pour faire telle ou telle autre chose. Vous voyez la complexité de la législation. Même dans un même pays, vous voyez que les États, comme ce sont des États qui sont fédérés, et que chaque État a sa loi, sa législation concernant l'âge de maturité. Même chose au Canada aussi, il y a certaines provinces où 18 ans, vous êtes un monsieur ou une dame mature. Vous pouvez tout faire. Mais dans d'autres États, dans d'autres provinces, c'est 19 ans. Donc, vous voyez, il y a cette complexité-là. Il faut essayer de connaître. Je me souviens, avant que je quitte les Zaïre, en 92, pour venir, pour faire mes études en outre-Atlantique, il y avait même au comité central, on débattait qu'on pouvait réduire l'âge de maturité des consentements sexuels pour les filles jusqu'à 14 ans. Ça, c'était le comité central qui débattait un problème aussi banal alors que le pays avait des problèmes aussi sérieux. C'est ça. Donc, il faut analyser cette complexité-là pour ne pas vous retrouver dans des problèmes.
Il s'agit de la législation qui est applicable dans le pays de l'entreprise. Il y a des qui a manqué là-bas. Donc, le pays où vous voulez faire les affaires ou le pays où vous êtes déjà, il peut se faire que certaines lois changent. Vous devrez être au courant de cela, sinon vous aurez des problèmes. Vous devrez constamment vérifier les exigences légales du pays pour vous rassurer de votre conformité. Je viens de dire. Sinon, vous aurez des problèmes. Il faut toujours être au courant des nouvelles lois pour être en ordre. Ça, j'insiste encore. Les facteurs légaux. Les facteurs à considérer sont les suivants. Contraintes légales ou les réglementations. Il faut considérer cela. La santé des employés. Quand j'étais jeune au Zaïre, aujourd'hui RDC, on parlait des inspecteurs du travail. Je ne sais pas si ils existent encore aujourd'hui. On doit se rassurer que là où les gens travaillent, il n'y a pas de conditions qui vont les rendre malades, telles qu'il fait extrêmement chaud, ils sont exposés à la chaleur, ou ils sont exposés à un froid qui est insupportable, ou exposés à des farines, ou la poussière qui entre dans les narines, qui les rendent malades plus tard. On doit se rassurer que les conditions soient bonnes. Et c'est seulement quand on se rassure de ces choses-là qu'on peut alors donner l'autorisation pour commencer les affaires. Mais dans des pays qui sont sous-développés, les pays d'Afrique, tellement que les gens sont misérables, il va donner l'autorisation d'exploiter ou de faire les affaires sans pouvoir regarder à toutes ces exigences. On pense que ce qu'on aura reçu ce jour-là va résoudre tous les problèmes, toutes les misères qu'on a. Mais entre-temps, on a tué les gens sans le savoir à long terme. Sécurité des employés, ça j'en ai parlé. On doit se rassurer que quand quelqu'un entre dans votre usine, vivant, il doit sortir vivant. Ça, on doit se rassurer de cela. Ce n'est pas quelqu'un qui entre vivant et il sort mort parce qu'il y a eu un problème ou il y a des problèmes à l'intérieur là-bas, on les tue. Il y a des problèmes écologiques qu'il faudra aussi respecter. Et est-ce que vous savez que votre exploitation, vos activités, est-ce que ça crée des problèmes écologiques? Est-ce que ça pollue l'eau? Est-ce que ça pollue l'air? Il faut résoudre ces problèmes-là. Les facteurs éthiques, qui est la dernière dimension, et les facteurs éthiques concernent les valeurs sociales qui régissent les comportements des entreprises. Ces facteurs constituent le fondement de ce qui est juste et de ce qui ne va pas. Le fondement de ce qui est juste. La justesse, ce n'est pas la justice. La justesse. Ce qui est juste, acceptable, en d'autres termes. Et ce qui n'est pas juste, qui n'est pas acceptable. Ou ce qui ne marche pas. La société dit non. L'éthique ou la moralité, même chose. Un terme, c'est quand on n'est pas dans les systèmes professionnels ou dans la sphère professionnelle, on parlera de la moralité. Et quand dans la sphère professionnelle ou dans le domaine professionnel, c'est l'éthique. C'est pourquoi quand le Parlement ougandais a dit non au mariage homosexuel, et ils ont passé la loi pour pouvoir, je pense, mettre à mort les gens qui vont se livrer à de telles choses. On a posé la question au président Museveni. Il a dit que ce n'est pas juste ce qu'ils font. Il a dit que ce n'est pas juste.
Ce n'est pas juste. Il a dit que ce n'est pas quelque chose de moral. On ne peut pas permettre ça chez nous. Nous sommes des Africains. Ce n'est pas juste. Voici la raison. Ce n'est pas juste, tout simplement. Donc, ce n'est pas moral. La société n'accepte pas. Ça ne va pas dans la société. Il a dit à la dame la blanche, si chez vous, vous acceptez ça, acceptez. Chez nous, ça ne va pas. Ça ne passera pas. L'éthique et la moralité. Les facteurs éthiques. Vous devrez toujours vérifier les facteurs éthiques de votre entreprise. Toujours vérifier. Vous êtes PDG, vous vérifiez les facteurs éthiques. Vous êtes directeur général, vous vérifiez toujours. Vous n'allez pas essayer de coucher avec votre secrétaire parce que vous avez le pouvoir. Et vous vous dites que si elle dit non, elle va perdre le travail et ne trouvera pas un autre. Ce n'est pas éthique et ça, c'est manque de moralité. C'est-à-dire que si vous êtes même en dehors du travail, vous ferez autant avec votre nièce, avec la femme de votre ami ou même avec votre sœur. Manque de moralité et ça, ce n'est pas éthique. Vous devez toujours vérifier cela. Ces facteurs éthiques ne changent pas du jour au lendemain. Toutefois, des petits changements relatifs à la moralité sont courants. C'est pourquoi il faut toujours vérifier s'il y a eu des changements. Sinon, vous allez perdre votre travail. Vous savez, dans des pays comme les États-Unis et le Canada, pour que quelqu'un aille aux élections, on fouille son passé. Le média fouille son passé. Ce n'est pas comme les médias qu'on a en Afrique, où je suis candidat, et je demande à un responsable des médias, je dis que venez, faites-moi une entrevue, je lui paye l'argent, il vient seulement pour faire ma promotion. Il n'y a pas de questions dures qu'il va me poser pour pouvoir édifier ou éclairer l'électorat. Non, c'est une façon de faire ma promotion. Mais dans des pays qui se respectent tels que les Canadiens et les États-Unis, aussitôt que je me présente, supposons, comme candidat, le média commence son travail. On va essayer de connaître où est-ce que j'ai fait mes études primaires. Qui est mon père, qui est ma mère? Comment ils se sont comportés? Est-ce que c'était des balados? Étaient-ils des voleurs, les gens des brigands, et ainsi de suite? Comment ils ont vécu? Mes parents. Après, ça sera à moi. Où est-ce que j'ai fait l'école primaire? Quel genre d'études, d'élèves j'étais? On va interviewer s'il y a encore des moniteurs qui sont vivants, on leur pose des questions. Et s'il y a des collègues de la classe, on leur pose des questions. Ainsi de suite. Dans le quartier, même chose. On pose des questions aux amis, à ceux qui me connaissent. Quel genre de type je suis? Donc, le média fait ce travail-là parce qu'on a besoin de quelqu'un de moral, qui a une moralité assez exceptionnelle et qui peut être éthique dans ses fonctions. En Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et vous vous demandez pourquoi l'Afrique ne se développe pas? On ne filtre pas ce qui arrive au sommet des pays, des gens qui n'ont pas de moralité. C'est pourquoi, avant de quitter le Zaïre, il y avait cette instance supérieure qui était le comité central qui débattait sur la possibilité de réduire l'âge de consentement de jeunes filles pour le mariage à 14 ans. Donc, vous comprenez ce qui les animait et ce qui les motivait. Comment un pays peut se développer pendant qu'on avait des problèmes sérieux tels que la dépréciation de la monnaie. Ce qui est arrivé au Congo avec l'invasion des, des Rwandais, mais le comité central était au courant. On pouvait s'arranger de sorte que ce qui est arrivé n'arrive pas en ce temps-là. Mais c'était comment réduire l'âge de consentement. Quand on n'a pas d'éthique et de moralité, il n'y a rien qui peut marcher.
Voici comment je représente l'analyse Stepon. Voici la dimension sociale ou les facteurs sociaux qu'on devra analyser, que vous allez analyser dans votre travail, que vous allez remettre. Ces facteurs-là doivent être analysés. La démographie du Congo, la population, la structure de la démographie, les, les facteurs technologiques, qui est l'adoption, les taux d'adoption des technologies, de l'Internet au Congo. Vous devez aussi parler de cela. Vous allez parler des facteurs économiques, la monnaie. Est-ce que nous sommes dans la zone monétaire? Est-ce que la monnaie est forte? Est-ce que c'est déprécié à tout moment? Vous allez parler de politique monétaire pour pouvoir résoudre le problème de la dépréciation de la monnaie. Vous allez parler aussi des facteurs environnementaux. Vous allez parler des facteurs politiques, l'instabilité politique. Est-ce que c'est elle qui crée les problèmes, les conflits à l'Est, ou les conflits à l'Est ont déstabilisé la sphère économique, la sphère politique, je veux dire. Vous allez parler de cela aussi. Et vous allez parler aussi des facteurs légaux ou juridiques. Est-ce que notre système juridique peut être respecté? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui doit être fait? Et la septième dimension, c'est la dimension éthique. Vous voyez que cette dimension-là, c'est en rouge. Elle touche toutes les autres dimensions. Si on n'a pas de moralité, on n'a pas d'éthique, partout vous allez vous retrouver, n'importe quelle sphère, n'importe quelle dimension, vous allez commettre des abus parce que vous n'avez pas de moralité. L'argent du gouvernement sera votre argent et les hôpitaux ne vont pas se construire. Voilà. Alors, je pense que c'est là que je vais m'arrêter. C'était la révision de ce qu'on a vu et j'espère que ceci va vous aider à préparer non seulement votre examen, ça va aussi vous aider à préparer aussi le TP. Et pourquoi pas garder ça pour la vie? Vous pouvez vous référer à ça de temps en temps. Si vous avez quelqu'un qui vous demande de faire une analyse stratégique pour son entreprise ou pour son ministère ou même pour toute autre chose, vous pouvez vous référer à cette révision. Je pense qu'il y a trois parties de la révision, peut-être quatre, je ne sais pas. Alors, toutes les bonnes chances, on aura le temps de nous retrouver dans un autre cours. Bye for now.